Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien aujourd'hui, c'est avec Jérôme Fourquet. Bonjour, directeur du département opinion de l'IFOP et auteur de ce nouvel ouvrage, La France d'après. C'est aux éditions du Seuil. C'est le 3e volet de vos travaux sur la France contemporaine après l'archipel français et la France sous nos yeux. Un ouvrage dans lequel vous essayez de nous dépeindre cette France d'après, en opposition avec celle d'avant, notamment à travers les fractures de la société française. Il y a un certain nombre de sujets sur la consommation, sur la désindustrialisation. On va développer tout ça ensemble. Mais c'est vrai que ce matin, depuis le début de la matinale, on s'amuse avec Christophe sur cette question du café, car vous dites qu'il y a deux France, celle qui a des capsules et celle qui a des dosettes. Est-ce que ça veut dire qu'à travers les habitudes de consommation, on peut couper la France en deux ? Alors, peut-être un peu plus que deux, il y a tous ceux qui n'ont ni capsule ni dosette, mais effectivement, je suis parti du constat que la consommation, et on le sait sur votre antenne, aujourd'hui est absolument centrale dans la société française. C'est elle qui génère la croissance économique. C'est elle aussi qui construit les représentations et les imaginaires. Et aujourd'hui, les enseignes que vous allez fréquenter, les marques que vous allez pouvoir payer à vos enfants ou vous offrir, vont vous indiquer à vous-même et aux yeux des autres quelle est votre place dans la société. Et pourquoi je me suis intéressé au marché du café ? Parce que c'est un marché qui est assez emblématique d'une tendance de fond de la société de consommation qui, par l'innovation, met sans cesse sur le marché de nouveaux produits, de nouveaux process, et qui aboutit à une segmentation de l'offre, mais également de la population, entre ceux qui peuvent suivre la cadence et qui ont pu s'acheter la machine à capsule, et puis ceux qui aimeraient bien se la payer, mais qui n'ont pas les moyens, et qui se rabattent sur un ersatz ou un marché secondaire, qui est celui du marché à dosette. Et de tout ça, bien évidemment, on peut ensuite faire des liens avec les comportements électoraux, parce que entre le vote et la consommation, il y a bien évidemment les classes sociales qui se positionnent différemment sur ces offres plus ou moins premiumisées. Alors c'est intéressant parce qu'on peut creuser ce filon, mais c'est-à-dire que, par exemple, effectivement, vous dites évidemment les dosettes, c'est plutôt un vote Macron, les capsules plutôt un vote Macron, les dosettes en papier, c'est plutôt un vote Le Pen. Mais ce que vous dites là à l'instant, intéressant, c'est la frustration, c'est-à-dire que c'est intéressant de voir comment le modèle de surconsommation et de premiumisation des produits induit aussi une forme de frustration chez ceux qui ne peuvent pas effectivement s'acheter ces produits et qui ont donc un vote quelque part un peu protestataire sur le fait de se sentir marginalisé. Alors, nous sommes aujourd'hui dans une société qui est une société de consommation, donc le citoyen est aussi et avant tout un consommateur, et un de ses premiers droits au pouvoir, c'est celui d'acheter et de consommer. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre aussi toute la tension actuelle sur la notion du pouvoir d'achat. Ouais. Pouvoir d'achat, c'est pouvoir acheter. Et donc si je suis contraint, freiné, bridé dans mon pouvoir souverain d'acheter, alors je ne suis plus véritablement un citoyen de première catégorie, un citoyen de deuxième zone. Et vous voyez sur votre antenne comme ailleurs, la part de voix tout à fait massive qu'ont acquise aujourd'hui les leaders de la grande distribution, les patrons des grandes enseignes, qui ont aujourd'hui un pouvoir prescriptif et descriptif qui est souvent plus puissant dans l'opinion et on n'a rien contre lui, que celui du ministre de l'économie ou des finances. Donc ça montre bien le poids de cette société de consommation et pourquoi la question du pouvoir d'achat est scrutée comme le lait sur le feu par l'exécutif. C'est à la fois parce que ça permet aux gens de vivre tout simplement, mais c'est aussi derrière une question éminemment politique, c'est ce qui permet à une majorité ou non de Français de se sentir encore appartenir à cette grande classe moyenne qui participe au festin de la consommation. Il y a le pouvoir acheter et il y a le pouvoir se déplacer. Vous parlez aussi beaucoup du train. Alors ça, c'est pas nouveau. Évidemment que le train fait que si vous l'avez à côté, vous pouvez évidemment plus vous bouger que si vous ne l'avez pas. Le TGV et les villes qui ont le TGV se boboisent et à côté, d'autres restent en carafe. C'est un peu le cas de Toulouse. Oui, alors on a essayé de comprendre justement pourquoi une grande métropole comme Toulouse, qui au plan national vote plutôt à gauche, même plus à gauche par exemple que sa rivale et concurrente de toujours Bordeaux, au plan des municipales était restée à droite. Et donc une des hypothèses qu'on fait, c'est que Toulouse est une des dernières grandes métropoles qui n'est pas encore reliée au réseau de trains à grande vitesse, la LGV, et qui donc a été, et qui conserve aussi, élément important, une base industrielle importante autour de l'aéronautique, et qui donc a une sociologie qui diffère de celle des grandes métropoles françaises. Historiquement, on savait que l'implantation du Parti communiste
s'était effectué à la fois dans les bassins ouvriers, mais également dans les villes cheminotes. Et donc, on avait toute une guirlande de villes communistes sur la ligne PLM, Paris-Lyon-Marseille, parce qu'il y avait une implantation de la CGT, une culture ouvrière qui était très forte. Et aujourd'hui, le train joue toujours un rôle politique électoral, mais c'est plus la machine à vapeur d'antan, c'est la LGV. Si vous prenez la LGV qui va de Paris à Bordeaux, eh bien vous avez Paris, vous avez Tours, vous avez Poitiers, et vous avez Bordeaux, et Tours, Poitiers, Bordeaux sont passés dans l'escarcelle des écologistes lors des dernières élections municipales. Donc il y a un changement sociétal qui est accéléré avec la connexion au réseau à grande vitesse. Idem pour Marseille, où la bascule s'est faite à gauche, s'est faite dans les arrondissements centraux, qui se sont très fortement boboisés ou gentrifiés, c'est selon, depuis la connexion à la LGV. Alors c'est marrant parce qu'on a parlé de consommation, de transport, on va parler d'immobilier aussi. Et là aussi, c'est déterminant. En gros, pour caricaturer un peu, la maison secondaire en station balnéaire fabrique des électeurs de Macron, et le pavillon en milieu rural ou zone pavillonnaire va fabriquer un vote Le Pen. Avant, on disait le granit fabrique du curé, le calcaire produit de l'instituteur. Désormais, c'est dis-moi où tu habites, je te dirai où tu votes. Oui, alors, le titre de ce livre, c'est un clin d'œil et un hommage au grand livre de André Siegfried, qui s'appelait Tableau politique de la France de l'Ouest, qui a été publié en 1913, qui analysait les votes et les comportements électoraux dans le Grand Ouest de la France. Et le granit et le calcaire. Voilà, et donc ce granit et le calcaire, c'était dans un canton précis en Vendée, où Siegfried avait recueilli ce dicton populaire qui montrait qu'il y avait une coupure géologique et aussi une finée électorale et culturelle entre une partie du canton des terres granitiques, où donc on avait un habitat qui était dispersé, un certain type d'agriculture, et puis une zone calcaire où l'habitat était groupé, petite propriété, moindre influence de l'Église, et ça votait plutôt à gauche. Et donc je suis retourné dans ce canton de Talmont-Saint-Hilaire, et donc c'était une coupure nord-sud, et maintenant la coupure elle est plus nord-sud. Talmont-Saint-Hilaire se trouve sur le littoral, et donc vous avez la zone littorale qui vote Macron, et les communes de l'intérieur qui votent plutôt pour le RN. Et donc on pourrait pasticher effectivement Siegfried en disant que la résidence secondaire produit du vote Macron et le lotissement du vote RN. Mais ce que ça nous dit, c'est aussi, et c'est intéressant sur votre antenne je pense, c'est que Siegfried avait bien compris que les facteurs économiques déterminaient énormément de choses dans la société. Sauf que quand Siegfried écrit son livre, le secteur économique qui écrase tout le reste, c'est l'agriculture. D'où le fait qu'il faille s'intéresser à la géologie des sols, puisque ça va conditionner le type de culture qui est pratiquée. Aujourd'hui, le canton de Talmont-Saint-Hilaire nous le montre, mais dans beaucoup d'autres cas également. Notre société française qui est post-industrielle, un des secteurs économiques dominants, c'est le tourisme, l'immobilier. Et donc, selon que vous soyez dans une zone qui bénéficie de la manne touristique ou non, vous n'aurez pas les mêmes types de comportements électoraux. Si on quitte nos littoraux pour se rapprocher de l'Île-de-France, si on prend un département comme la Seine-et-Marne, qui vote assez massivement pour le RN, on a quelques enclaves macronistes, et typiquement, une de ces enclaves, c'est Barbizon, le village des peintres, où là, on a une manne touristique qui se déverse, il n'y a pas de ruissellement, ça se déverse sur cette commune avec du Airbnb, des restaurants, des hôtels, et donc un sentiment de bien-être, une relative aisance économique. Et dès que vous faites 5 ou 10 kilomètres en sortant de Barbizon, vous avez d'autres paysages, d'autres classes sociales qui ne bénéficient pas de cette manne touristique, qui sont plutôt dans l'économie de la logistique, des grands navetteurs qui vont travailler en région parisienne, et donc les comportements électoraux s'en ressentent. On voit à quel point c'est difficile, à la lueur de votre livre, pour les partis politiques de comprendre eux-mêmes où est-ce qu'ils ont intérêt à aller. Je prends l'exemple d'Europe Écologie Les Verts. Sur les centrales nucléaires, autour, ça leur porte pas... Alors ça, ils le savent. Ils le savent, mais non plus sur les terres d'éoliennes. C'est là où ça devient compliqué. Il faut aller chercher ailleurs, par exemple dans les transports. Oui, alors si on prend le cas de l'écologie, c'est intéressant parce que effectivement, assez intuitif de penser que les gens qui travaillent pour les centrales nucléaires sont pas forcément très écolos. En revanche, je suis allé regarder le cas de communes qui avaient été touchées par des catastrophes naturelles. Alors on en parle ce matin avec ce qui se passe dans le Pas-de-Calais, mais typiquement les vallées au-dessus de Nice qui avaient été ravagées par des glissements de terrain. Ce qui s'est passé aussi dans le département du Var où il y a eu des grands incendies qui se sont soldés par des pertes de vie humaine, ou bien encore le littoral aquitain qui est touché par le recul du trait de côte. Et donc là, on peut se dire, ce sont des populations qui ont expérimenté de manière traumatique les effets du changement climatique.
Et pour autant, il n'y a pas dans ces communes-là forcément un survote écologiste. Et pourquoi, selon vous ? Mais parce que ces événements-là ne sont pas forcément suffisamment puissants pour faire muter les représentations politiques que tout à chacun a intégrées depuis assez longtemps. Merci beaucoup. Merci à vous. Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP et donc auteur de La France d'après, qui nous apprend, qui nous explique d'ailleurs le pouvoir des patrons de la grande distribution face aux politiques. Merci d'avoir écouté ça pour nous.